Heure de vérité. Docteur Moketu reçoit. Yue Rudi beaucoup beaucoup. Bienvenue sur l'émission Heure de vérité. Docteur Moketu reçoit sur AKTV Radio. Le docteur Jean-Aimé Moketu anime depuis plus d'une décennie l'émission Heure de vérité. Docteur Moketu reçoit. Elle est diffusée sur AKTV Radio, une radio numérique internationale basée à Dallas, aux États-Unis. Chaque dimanche, cette émission captivante accueille en direct des acteurs majeurs de l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique ainsi que d'autres continents. Des membres influents de la diaspora africaine participent activement au débat, contribuant à approfondir les sujets en vogue. L'émission dure 1h30, animée par Jean-Aimé Moketu, avec la réalisation de Papi Dep et Jean-Aimé Moketu lui-même. Chères auditrices, chers auditeurs, Heure de vérité a pour mission de promouvoir la démocratie dans les pays encore assujettis aux dictateurs et à l'obscurantisme de leurs dirigeants. Ceci. Bungu muyabi, tangu muyabi, mbati turabi le tangu ibuto pangini. Mbai kubinzambi mabio pangini. Heure de vérité, docteur Moketu reçoit. Waoule wawe, inganiga tongwe, waoule wawe, inganiga tongwe, waoule wawe. Elle vise également à soutenir les nations qui embrassent déjà les valeurs de la démocratie et la liberté d'expression et qui sont des états de droit établis. Cette émission se démarque par son absence totale de langue de bois. Les auditeurs ont toute liberté pour poser toutes les questions qui les animent, tandis que les invités sont libres de répondre ou non à ces interrogations. Nous défendons ainsi un contexte impartial où la liberté d'expression prime avant toute chose. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et la chaîne YouTube du Dr Jean-Aimé Moketu et AKTV Radio. Nous sommes reconnaissants pour votre fidélité depuis des décennies. Moketu reçoit. Yue Rudi beaucoup beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez dans le monde. Bienvenue à cette édition spéciale d'Heure de vérité. Dr Moketu reçoit sur AK Télévision et Radio en direct du Texas aux États-Unis. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le Dr Daniel Mingara, universitaire américano-gabonais, fondateur du mouvement politique ciblé Bongo doit partir et président du dit parti donc BDP. Notre discussion sous le titre évocateur Transition politique au Gabon, réalité ou illusion, promet une exploration approfondie de la situation politique donc de ce pays qu'on appelle donc le Gabon. Daniel Mingara, mesdames et messieurs, nous vous informons qu'il est titulaire d'une chaire de littérature et d'études francophones à Montclair State University dans le New Jersey aux États-Unis. Il se distingue non seulement en tant que professeur, mais également en tant que fervent défenseur du changement politique dans son pays d'origine qu'on appelle donc le Gabon. Il est également le fondateur du mouvement, donc, comme je disais au début de cette émission, du mouvement politique qu'on appelle BDP. Il est exilé donc aux États-Unis. Monsieur Mingara, je vous informe également qu'il incarne un pionnier mondial, je dis bien un pionnier mondial du cyberactivisme, plaidant depuis 1998
en faveur d'une transformation, bien d'une mutation radicale du régime gabonais. Au-delà de ses engagements politiques, Daniel Bengara est un écrivain accompli, auteur de plusieurs ouvrages, dont La représentation des groupes sociaux chez les romanciers noirs sud-américains. Cet ouvrage que j'ai lu nous démontre de manière convaincante que la fiction noire, je dis bien la fiction noire sud-africaine, présente une esthétique spécifique, éloignant ainsi la critique des stéréotypes liés à la thématique raciale souvent associée aux spectateurs. Ainsi, mesdames et messieurs, M. Bengara se présente comme une figure intellectuelle, engagée, mêlant ses compétences académiques à son activisme dynamique, contribuant également de manière significative à la compréhension des enjeux politiques de son pays, le Gabon, et au-delà aussi. Sans plus attendre, nous allons aller du côté donc des États-Unis, où nous avons notre invité en direct, et nous allons plonger dans cette interview exclusive où le président Bengara partagera donc ses analyses novatrices pour une transition réussie et équilibrée au Gabon. Bonjour, Dr Bengara. Bonjour ou bonsoir, Dr Bouketou. Merci d'être avec vous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser nos plus sincères vœux pour une bonne et heureuse année 2024. En cette période empreinte d'espoir, Dr Bengara, et de nouvelles opportunités, nous aimerions débuter notre échange en vous invitant à partager vos réflexions sur ce qu'on peut appeler les perspectives et les défis que vous envisagez pour cette nouvelle année. Et aussi, Dr Daniel Bengara, comment envisagez-vous contribuer au dialogue national qui est prévu dans votre pays, donc le Gabon, en avril 2024, et à la compréhension, si vous me permettez l'expression, des enjeux politiques au Gabon en 2024, et quelles sont vos aspirations pour l'année qui s'ouvre? Docteur Bengara. Oui, merci Dr Bouketou, et puis permettez-moi de vous retourner les vœux de Nouvel An. J'espère que pour vous aussi et pour votre famille, le Nouvel An sera certainement ouvert à toutes sortes de possibilités, on va dire novatrices, mais aussi vous amenant à des sentiments d'accomplissement qui feront que vous soyez satisfait de ce que vous avez accompli comme homme. Et vous êtes vous-même une personnalité politique, donc quelque part, nous avons tous les deux les mêmes aspirations pour notre pays. On va dire ceci, nous qui sommes engagés dans ce combat, et il faut continuer à l'appeler combat, parce que la transition au Gabon aujourd'hui ne veut pas encore dire que les choses ont changé. Il faudra attendre la fin de la transition pour voir si en réalité les processus de réforme que nous attendons vont aller en fait dans le bon sens et nous amener au seuil d'une élection multipartiste libre, transparente, au bout des 2 années de transition. Donc si vous voulez, tous nos vœux en tant que citoyens gabonais s'articulent autour de cette problématique. Nous espérons que notre pays, grâce au travail qui sera fait par les Gabonais, va pouvoir s'ouvrir aux élans de démocratie qui vont définitivement nous placer sur la pente du développement durable, mais aussi apporter le progrès et la dignité que les Gabonais attendent depuis 56 ans. Donc ça c'est pour le volet, on va dire souhait et espoir. Mais il y a aussi des interrogations, et vous faites bien de poser la question de savoir voilà ce que nous pensons un peu de ce qui se passe au Gabon en ce moment, surtout de la préparation du dialogue national. Je voudrais déjà vous dire ceci, Dr Bouketou. Moi, je me sens un peu pessimiste. Pessimiste parce que
nous sommes encore aujourd'hui, après quand même 5 mois de gouvernance par le CETRI, par le général Oligui, nous sommes quand même aujourd'hui dans une incertitude, à mon avis, inacceptable. Pour un pays qui va organiser un dialogue national au mois d'avril, qui se pointe déjà à l'horizon, je n'ai pas l'impression qu'on a suffisamment clarifié les processus qui vont nous amener à ce dialogue. Et il y a un aspect qui, moi, me gêne principalement, c'est celui-ci. Dès lors qu'on dit que 25 000 Gabonais, aux dernières nouvelles, j'avais vu sur le site Mbova, à peu près 25 600 soumissions. Mais dès lors qu'on dit que 25 600 Gabonais ont soumis des propositions, et que le Premier ministre, lors de sa première conférence de presse, après sa nomination, avait dit que le droit d'entrée pour les gens qui voulaient participer était justement cette proposition. On peut déjà dire d'emblée que la mathématique devient un peu problématique. Pourquoi? Est-ce que on va nous dire que 25 600 personnes qui ont soumis individuellement, par exemple, des propositions, vont pouvoir parler pendant ce dialogue national? Parce que si tel n'est pas le cas, nous tombons dans un très mauvais cas de figure. Le mauvais cas de figure, c'est celui-ci. Il va falloir que ce soit les organisateurs qui choisissent, en fait, qui va pouvoir participer, qui va pouvoir parler, parce qu'on aurait du mal à imaginer 25 000 personnes participant au dialogue national. Vous voyez donc que tant qu'il n'y a pas de clarification à ce niveau, il y aura de la gêne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un doit choisir qui doit participer, vous voyez très bien que ça donne le pouvoir à ceux qui décident, à ceux qui font ce choix, d'exclure certains et d'inclure d'autres. Et pour nous autres qui sommes de la diaspora, je crois qu'il faut tenir compte de cette réalité. Pourquoi? Parce que on entend souvent les Gabonais nous dire, mais venez contribuer vos idées, venez, comme si en réalité ça dépendait de nous. Imaginez demain que moi, Menguera, j'ai le désir d'aller au Gabon contribuer mes idées, mais qu'on ne m'inclue pas dans la liste des participants. Vous voyez très bien qu'à ce moment-là, cette histoire de venez ne prend plus de sens du tout. Pourquoi? Parce que venir ne dépend pas de moi, dépend de quelqu'un qui aura fait ce choix-là. Et donc, tant que cet aspect de l'organisation n'aura pas été, on va dire, clarifié, qui va participer, qui va pouvoir parler, c'est quoi les critères même de sélection de ceux qui vont participer. Tant qu'on n'a pas ça, on aura du mal à suivre. Et il manque aussi encore aujourd'hui le chronogramme. La date, on nous a dit avril, mais c'est quoi le chronogramme? Ça encore, ça manque. Alors qu'aujourd'hui, on devrait déjà avoir ça. Pourquoi? Parce que comprenez-moi, et j'aimerais que les Gabonais le comprennent. Nous qui sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas juste assis. Nous sommes parfois des professionnels, des gens qui travaillent, qui ont besoin de demander des permissions pour voyager. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de le faire 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance. En fait, planifier. Mais si on nous donne ces dates au dernier moment, au moment même où nous ne pouvons plus demander des permissions, vous voyez que le débat est faussé d'avance. Voilà pourquoi moi je dis que autant nous saluons la possibilité de ce dialogue national, autant nous avons encore des inquiétudes quant à sa transparence. C'est cela qui aura besoin, à mon avis, d'être peut-être clarifié, j'espère, pendant au minimum le mois de février qui s'annonce. Merci, docteur Daniel Menguera, pour cette analyse sur la situation du dialogue national qui se profile à l'horizon dans votre pays. Alors, docteur Daniel Menguera, le 30 août 2023 a marqué un tournant significatif avec la fin, c'est qu'on dit, de plus de 5 décennies du règne du Parti démocratique gabonais dans notre pays. Au regard de la transition politique institutionnelle sous la présidence du général Brice Clotaire Oligui Nguema et du comité de transition et restauration des institutions, je voudrais vous demander, docteur Daniel Menguera, quel bilan tirez-vous de cette période de transition? Comment évaluez-vous les efforts entrepris par le comité donc de transition et de restauration des institutions, ce comité donc militaire pour restaurer, je reprends, et réformer les institutions? Et quelles leçons pouvez-vous, docteur Daniel Menguera, tirer de cette expérience en vue, vous me permettez l'expression,
d'un avenir politique plus stable et équilibré au Gabon. Voilà, oui, c'est tout pour la question. Nous avons d'abord qu'il y ait eu coup d'État. Je crois que dans le régime des Bongo, pour beaucoup d'entre nous, hein, et vous l'avez dit depuis 1998, quand j'avais créé le mouvement Partir, j'avais prognostiqué que le Gabon ne pourrait plus changer hein, dès 1998, parce que j'avais fait cette décision ou ce pronostic en 1998, juste après la tenue de l'élection présidentielle de 1998, qui a été évidemment frauduleuse, où Omar Bongo s'est imposé comme il avait fait 5 ans auparavant, en 1993. J'avais dit qu'au vu de ce que j'avais observé entre la conférence nationale de 1990 et l'élection présidentielle, donc la deuxième élection présidentielle en 1998, le Gabon ne pourrait plus changer par les urnes. Et j'ai pronostiqué que le Gabon ne pourrait plus changer que par 3 voies. La première était évidemment celle d'un coup d'État. La deuxième était éventuellement celle d'une rébellion armée, et généralement ça mène à des situations de guerre civile. Et la troisième, c'était une insurrection populaire. En tant que civils, nous, au BDP, nous avions souvent la préférence pour l'insurrection populaire qu'on a appelée la force démocratique de la rue. Parce que c'est celle-là qui garantit le mieux, en général, une sorte de continuité civile du pouvoir politique. C'est-à-dire que les civils auront souvent tendance, dans ces cas de révolution populaire, hein, par la rue, de maintenir le pouvoir aux mains des civils. Alors, il se trouve que le coup d'État s'est passé. Nous, au BDP, nous ne pouvions pas être opposés à l'idée d'un coup d'État au Gabon. Donc, nous l'avons salué. Nous avons même été les premiers à saluer l'idée de ce coup d'État-là. Et nous trouvons toujours aujourd'hui qu'il est toujours mieux qu'il y ait eu coup d'État. Pourquoi? Parce que le coup d'État ouvre au moins la possibilité, je dis bien, que nous sortions du marasme de l'état de dictature dans lequel nous étions, pour nous projeter justement vers un Gabon de l'espoir, un Gabon de la dignité, un Gabon de la démocratie et du vivre ensemble pacifié. Ces possibilités restent donc encore là. Mais nous disons aussi que ces possibilités ne seront garanties que si nous, Gabonais, nous impliquons dans le débat politique, pour que ceux qui ont des choses à dire et à les dire, pour que ceux qui veulent critiquer puissent critiquer, de telle sorte que nous accomplissions le devoir national, le devoir de citoyen qui nous incombe. Alors, il se trouve qu'à l'analyse, il faut aussi rester réaliste. Moi, j'essaie de juger le CETRI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, hein, le président de la transition, comme un professeur. Vous savez, docteur Mouketou, vous et moi, nous sommes des enseignants. Nous avons 2 manières de, par exemple, corriger une dissertation. On regarde ce que l'étudiant a écrit. Mais l'étudiant a écrit par rapport au sujet ou à la question qui a été posée. Donc, quand l'étudiant répond à la question qui a été posée, on lui donne une bonne note. Ça veut donc dire que la personne a répondu à la question. Mais quand vous avez un étudiant qui, en regardant le sujet, écrit sur un autre sujet que celui qui a été énoncé, nous avons là le cas d'un hors-sujet. Alors, vous comprenez donc que juger le CETRI, c'est un peu cela. Je vois que les gens s'en mêlent un peu les pédales. La vraie manière de juger l'œuvre du CETRI et du général Oligui consiste à se poser simplement la question. Qu'est-ce qui a été énoncé dans la charte de la transition? Pour moi, c'est essentiel. Quand le général Oligui et le CETRI font le coup d'État, ils le font pour quelles raisons? Voyez-vous, si vous dites aux Gabonais que le coup d'État, c'est pour résoudre la question des institutions qui ont été bafouées pendant 56 ans sous le régime des Bongo, pour appui, évidemment aussi, la dernière élection présidentielle qui a été volée. Et vous dites, cela démontre effectivement que les gens ont été bafoués et nous faisons le coup d'État pour restaurer les institutions, même si le mot est mal choisi. Ce n'est pas c'est-à-dire que restaurer les institutions suppose qu'il y en avait auparavant. Au Gabon, il n'y a rien à restaurer. On a en fait à reformuler à zéro la matrice juridictionnelle, politique, constitutionnelle, institutionnelle de notre pays. Mais, qu'à cela ne tienne, pour moi, quand je lis la
la charte du 4 septembre 2023, qu'est-ce que je vois? Je vois une promesse de moraliser la vie publique. Je vois une promesse d'établir des institutions qui vont nous garantir pas la construction d'un régime comme cela se passe en ce moment, mais qui vont nous garantir une élection transparente au bout de la période de la transition, ce qui suppose, docteur Mouketou, la préparation des élections. Comprenons-nous bien, l'objectif est primordialement institutionnel. Parce que nous comprenons que pendant 56 ans, le Gabon a raté le coche au niveau des institutions. Nous avons hérité sous les mots d'un système, on va presque dire, bancal, qui ne pouvait pas résoudre les questions de développement du Gabon. Parce que quand vous n'avez pas de bonnes institutions, il n'y a rien que vous pouvez mettre Jésus-Christ à la tête de votre pays. Si les institutions ne sont pas bonnes, Jésus-Christ lui-même échouera. Voilà pourquoi je dis, docteur Mouketou, que pour moi, si je dois énoncer jugement, j'ai envie de dire que sur les attentes de réforme et des institutions, j'ai envie de mettre généreusement un 2 sur 10 au CETRI, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment concentrés sur l'objectif initial. Et aujourd'hui, on voit plutôt le général et le CETRI s'engager vers le chemin de la construction d'un régime politique avec probablement l'intention de rester au pouvoir au bout des 2 ans de transition. Ça n'était pas l'objectif initial. Ça, ce n'est pas ce qui est écrit dans la charte. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un hors-sujet étatique général qui annonce peut-être finalement une situation où le Gabon ne va pas progresser sur le plan de la démocratie. D'accord. Donc, si je comprends, en tant que professeur, vous donnez donc une note de 2 sur 10 au comité de transition et de la restauration des institutions. Et s'il faut faire une appréciation, on dira que le bilan est catastrophique et qu'il y a urgence. C'est bien ça en 30 secondes? Le bilan est catastrophique et hors sujet. Hors sujet. Pourquoi? Parce que l'impact du CETRI ne va pas se mesurer, encore une fois, au nombre de routes qu'ils auront réparées, au nombre de nouveaux aéroports qu'ils auront réparés. Ils peuvent faire tout ça. Mais s'il n'y a pas un travail fondamental sur les institutions, ils ont raté l'objectif. Le Gabon souffre d'abord de ces institutions. Si on ne met pas l'accent dessus, si on ne démocratise pas, on va rater le coche. Or, je peux déjà vous annoncer, docteur Mouketou, que sur ce plan, le général Oligui lui-même a déjà trahi la promesse. Je dis personnellement. Puisque nous nous souvenons quand même que le 4 octobre, ou plutôt le 6 octobre, dans la nuit du 6 octobre, qu'est-ce qui se passe? Le général qui n'avait nommé à cette époque le leadership du Sénat et le leadership de l'Assemblée nationale, donc un total d'à peu près 12, 15, 20 personnes. Il n'avait pas encore nommé les 120 membres originellement prévus pour l'Assemblée. Pourtant, ils ont trouvé le moyen, je dis bien ce petit directoire de 12 personnes, de se réunir avec le général Oligui pour faire quoi? Pour non seulement changer la charte, alors que l'article 58 ne leur permettait pas du tout de le faire de cette manière, mais aussi pour créer un poste de président de la République qui n'était pas prévu et qui a donc été donné au général Oligui en des formes qui sont radicalement illégales. Vous voyez, docteur Mouketou, si vous êtes un leader politique qui a fait un coup d'État, justement pour empêcher ce genre de choses, et ce que vous faites vous-même dès le premier mois, je dis bien le premier mois, parce que nous parlons là de la première charte qui, je crois, avait été faite le 4 septembre et la seconde le 6 octobre. Vous parlez là d'un mois où vous-même, vous avez déjà fait exactement ce que vous reprochiez au Bongo et qui a justifié le coup d'État. Pour moi, ça me donne la chair de poule parce que nous ne voulons plus voir ça dans le Gabon d'aujourd'hui. Nous ne voulons plus voir un leader capable de moduler la loi. Et la charte d'aujourd'hui, c'est un peu la constitution avec laquelle le CETRI fonctionne. Quand vous la bafouez, vous avez déjà donné le signal que demain, vous ferez exactement comme des Bongos. Et voilà, docteur Mouketou, ce qui, moi, m'inquiète. D'accord. D'accord. Alors, docteur Daniel Migara, changeons un peu de sujet, mais on reste dans la même problématique de cette transition que vous êtes en train d'évoquer. Comment vous évaluez
l'impact, vous me permettez encore l'expression, symbolique et politique de la nomination de Madame Marie-Madeleine Boranzo à la présidence honoraire de la Cour constitutionnelle de votre pays. Je pose cette question compte tenu de son passé, son passé que beaucoup qualifient comme étant un passé controversé lié à la validation de faux résultats électoraux sur une longue période de plus de 3 décennies. Docteur Mingara. Docteur Muketu, cette question, elle est fondamentale. Vous parlez de passé, je parlerai de passif. Vous voyez? Mais je parlerai de passif monstrueux, je parlerai de passif criminel, je parlerai en fait de passif de destruction de l'esprit même de ce que c'est qu'une république. Cette dame, depuis 1991, où elle a été nommée au poste de présidente de la Cour constitutionnelle, pas nécessairement pour ses compétences, mais simplement parce que c'était l'amante du président de l'époque, Omar Bongo, avec qui elle a eu 2 enfants. Elle ne pouvait donc pas être objective. Elle a été nommée là pour justement assurer la protection juridique du régime, pour simplement servir de caution à toutes les exactions politiques auxquelles le régime des Bongo s'était, on va dire, engagé au cours de la période dont nous parlons, depuis 90, on va dire. Alors, donc, je vais dire, docteur Muketu, que je trouve ça très gênant. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il y a 2 femmes qui dirigent le Gabon depuis 2019, donc depuis octobre 2019, donc au moment où Ali Bongo subit son AVC. Alors, 2 femmes dirigent le Gabon. D'une part, Sylvia Bongo, depuis la présidence de la République, et de l'autre, Mboranto. Tout ce qui a été signé comme document juridique, validé par Mboranto, parce que le général Oligui a beau parler de usage de faux de la part de Sylvia Bongo, mais on retrouve exactement la même chose du côté de Mboranto. Ce qui est plus grave, c'est qu'elle est supposée être la garante des institutions dans ce contexte juridique-là. Mais quand elle signe ces documents, quand elle les contresigne, quand elle confirme, on pourra supposer les décisions de Sylvia Bongo, sachant bien que ce n'est pas Ali Bongo qui prend ces décisions. Elle est complice de la situation qui a tué le Gabon. Je n'ai pas envie de dire depuis 90, mais au moins depuis 2018. Et qu'on nous dise donc qu'on a arrêté Sylvia Bongo pour les mêmes faits, mais on a laissé Mboranso en liberté pour les mêmes faits. J'ai envie de dire, docteur Muketu, quand vous avez une justice à 2 vitesses qui arrête les uns et protège les autres, vous n'avez plus de justice. Et nous qui parlons justement de l'impératif, de la réforme, de refaire les institutions, mais au centre même des institutions se trouvent les principes de justice qui voudraient que la justice, comme on le dit souvent, soit aveugle. Une justice aveugle veut dire quoi? On ne regarde pas le copinage, on ne regarde pas les origines ethniques, on ne regarde pas les accointances. On regarde froidement les faits de droit. Et quand ces faits de droit conduisent à des constats de criminalité, on doit être capable d'agir avec fermeté, avec justesse, mais aussi avec fermeté, parce que la loi doit agir avec fermeté. Alors donc, je vous dirais, docteur Muketu, que tout comme les Gabonais qui sont un peu scandalisés par cette situation, je le suis également. Et voilà un des critères qui me démontre à moi que quoi qu'on aura changé le nom du président à la tête du pays, on n'a pas changé les mentalités, on n'a pas changé le système. C'est en fait le système Bongo qui perdure avec un petit saupoudrage, on va dire, de quelques éléments nouveaux par-ci, par-là. Mais si on prend en compte le fait que il se produit aujourd'hui au Gabon ce que moi j'ai appelé le grand avalage, c'est-à-dire avaler, on a avalé tout le monde. Regardez ce qui se passe au Gabon. On a avalé toute la société civile, on a avalé toute la société politique. En réalité, il n'y a plus personne au Gabon aujourd'hui pour donner la réplique républicaine. C'est que nous sommes en train de nous acheminer vers un système de pensée unique qui ne peut qu'amener à un système de parti unique, de fait. Pourquoi? Parce que quand le général Oligui va au Yémen, il dit qu'il n'y a que le CETRI qui a le droit d'exister. Moi, je trouve ça antinomique de l'objectif même du CETRI qui est édicté dans la charte. 2 ans
c'est à peine le temps qu'il faut à des partis politiques pour faire des campagnes électorales. Aujourd'hui, nous devrions avoir une réelle effervescence politique, des partis politiques se préparant pour la finalité de la transition, qui n'est autre, Dr Muketu, qui n'est autre que l'organisation de nouvelles élections sur la base de la nouvelle constitution qu'on va préparer. Mais à quel moment va-t-on donner le droit à ces partis de subsister? À quel moment va-t-on ouvrir le droit aux Gabonais qui veulent créer des partis, de les créer et de les légaliser? Si on nous dit aujourd'hui que le seul groupe qui a besoin d'exister, c'est le CETRI. Vous voyez que nous sommes déjà dans un moment très bancalisé, n'est-ce pas? Un contexte très bancalisé qui n'augure de rien de bon. Les démarches actuelles ne sont pas des démarches qui correspondent aux objectifs du coup d'État. Nous sommes aujourd'hui dans la reconstruction d'un régime, mais un régime au relent éminemment bongoïste qui n'ouvre pas pour les Gabonais de perspectives, on va dire, optimistes. D'accord. Alors, docteur Daniel Mingara, il y a beaucoup de Gabonais qui se posent cette question que je vais vous poser maintenant, que j'ai essayé de formuler. Alors, comment justifiez-vous la persistance du mouvement Bongo doit partir après le renversement du dernier garant de ce régime, donc du régime PDG Ali Bongo Ondimba, par les forces de défense et de sécurité du Gabon le 30 août 2023, et l'installation du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête du pays. Pourquoi vous ne dites pas Oligui Nguema doit partir, puisque les Bongos ne sont plus au pouvoir, docteur Mingara? Absolument, et vous avez raison. Je pourrais dire qu'il y a peut-être 2 à 3 raisons à cela. Je vais essayer d'expliciter pour les gens justement qui s'intéressent à cette question, puisque la question est récurrente. La première, c'est que nous n'opérons pas de manière arbitraire quand on parle du BDP. Changer la nature d'un parti est en fait un fait juridique. Vous ne changez pas comme ça par une proclamation, sinon on est dans le système Bongo ou peut-être le système d'Oligui Nguema. Nous sommes légalistes. Ça veut donc dire que pour faire les choses, on les fait bien. Et voilà pourquoi nous, on a prévu justement, et nous l'avons un peu annoncé par-ci par-là, que nous allions bientôt à Paris, je crois peut-être au mois de mars, ou février même, hein, on est encore en train de travailler dessus, pour créer en fait un parti politique en bonne et due forme. Ça veut donc dire que nous préparons la transition du mouvement Bongo doit partir vers un parti politique en bonne et due forme que nous avons déjà appelé Congrès citoyen pour la réforme, en abrégé Congrès citoyen. Ça veut donc dire que dans un temps assez prévisible, nous serons en mesure de dire nous sommes maintenant le Congrès citoyen. Mais nous le ferons par un mini-congrès à Paris, et donc selon les formes juridiques qui s'imposent. Mais au-delà même de cette prédisposition, pourquoi n'a-t-on pas créé un Oligui doit partir? Là aussi, nous essayons d'être cohérents. Oligui, pour nous, reste encore un fait de transition. C'est vrai qu'il s'est arrogé le titre de président de la République. Nous ne le reconnaissons pas sous ce titre-là. Nous savons que le général Oligui est membre du CETRI, président de la transition en bonne et due forme. Ça, nous l'acceptons. Et nous respectons ce titre-là parce que c'est lui qui dirige le Gabon aujourd'hui. Et nous le respecterons comme dirigeant du Gabon parce que c'est la réalité du pays. Mais nous ne le reconnaissons pas, nous, comme président de la République, parce que la manière dont il s'est arrogé ce titre a été fait selon des formes illégales que nous combattons et que nous avons toujours combattu sous les Bongos. Ça veut donc dire que nous ne pourrons pas créer un Oligui doit partir pendant que nous sommes en transition. Mais si jamais Oligui renonce à la promesse de neutralité qu'il avait faite dans la charte et se présente à l'élection prochaine et la gagne, selon des formes que nous anticipons seront frauduleuses, il n'est pas exclu que même le Congrès citoyen qu'on aura mis en place se remue en Oligui qui doit partir parce que la réalité du combat, en fait, n'aura pas changé. On aura changé les Bongos, mais on n'aura pas changé la réalité du système des Bongos. D'accord. Très bien. Alors, quand je vous écoute, professeur Daniel Mingara, je ne sais pas si je me trompe, je vais essayer de faire la synthèse de tout ce que vous avez dit et vous poser une autre question. Vous n'avez pas confiance dans la sincérité du comité de transition et restauration des institutions.
pour respecter ce que vous êtes en train d'évoquer, donc le chronogramme de la transition politique jusqu'à août 2025. Alors, tenez-vous donc, docteur Daniel Mengara, que le général Brice Clotaire Oligui ne se présente à la prochaine élection présidentielle post-transition. Et si tel était le cas, quelle serait votre réaction ainsi que celle de votre formation politique? Bongo doit partir. Bon, alors, la question est bien posée, docteur Muketu. Hein. La première chose que je dirais est celle-ci. Nous faisons encore la différence entre le CETRI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que quand nous regardons quand même l'esprit de la charte originelle, hein, celle du 4 septembre 2023, cette charte est encore empreinte d'idéaux républicains, d'une forme de sincérité presque naïve, innocente, d'hommes et de femmes qui se sont dit « on a fait un coup d'État pour changer le pays et on va le faire bien ». Donc on sentait dans cette charte-là, malgré les maladresses, une sorte d'idéal républicain. Donc je dis, les membres du CETRI que vous voyez là étaient probablement sincères au départ. Sauf que cela prend souvent un seul homme, un seul, pour tuer tout un système. On l'a vu sous Bongo. Parce que voyez-vous, nous avons plutôt l'impression que Oligui aura peut-être dribblé le CETRI au point de prendre les prérogatives de président et commencer à en réalité aller au-delà de ce qui a été prévu. Au point qu'aujourd'hui, oui, on pourrait dire que nous ne faisons pas confiance au général Oligui parce que non seulement il a déjà été lui-même impliqué dans des processus d'illégalité, mais il ne semble pas non plus tenir parole. Voilà, par exemple, les étudiants sans distinction vont retrouver la bourse. Et puis par la suite, on dit, ah, ce n'est plus ça, il y a des conditions de bourse, alors qu'il aurait pu l'énoncer déjà. Vous voyez, on commence à découvrir en le général Oligui, l'homme qui dit une chose aujourd'hui et demain ne tient pas parole. Alors, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Vous-même, vous, au quartier, docteur Muketu, vous avez un ami qui vous ment une fois, deux fois, la troisième fois, vous ne croyez plus à ce qu'il dit. Donc, nous considérons aujourd'hui un seul homme, un seul, peut détruire tout un système. Nous donnons encore un peu de crédit à l'idée du CETRI, mais pas à l'idée du général Oligui. Et effectivement, au vu de ce que nous observons, nous pensons qu'Oligui prépare sa candidature. Et nous le savons pourquoi. Parce que, même dans la charte, autant il a interdit à tous ceux qui occuperont des postes politiques d'envergure d'être candidats, autant il a laissé un flou sur lui-même. Une manière de dire, comme il avait dit dans une interview à Jeune Afrique, que tout ce qui se passe en matière d'interdiction ne le concerne pas parce que le président serait au-dessus de la mêlée. Donc il laisse la porte ouverte à la possibilité de sa candidature. Et si tel est le cas, je crois que nous combattrons le général Oligui. D'accord. Un peu haché. D'accord. Nous avons d'accord. Nous vous perdons un peu, docteur Daniel Mengara. Il y avait une petite coupure. Alors, en tout cas, on vous a écouté par rapport à tout ce que vous étiez en train de dire. Alors, finalement, in fine, nous avons encore 3 dernières questions à vous poser. Docteur Daniel Mengara, comment percevez-vous la transition politique dans votre pays au Gabon? Est-elle une réalité tangible ou bien une simple illusion à vos yeux? Là. Donc je n'ai pas, s'il y avait une question, je ne l'ai pas entendue. Alors, je voulais rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs, vous êtes sur l'émission Docteur Muketu reçoit, Docteur Daniel Mengara. Voilà. Est-ce que vous avez écouté notre question? Nous avons perdu le réseau avec New Jersey. Très bien, vous êtes en ligne. Alors, je vais vous poser la question suivante. Il nous reste encore 2 questions à vous poser. Comment percevez-vous
comment percevez-vous la transition politique au Gabon? Est-elle une réalité tangible ou une simple illusion à vos yeux? Non, je crois qu'on peut dire qu'elle est les deux en même temps. Hein. La première réalité qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une transition politique. On ne peut pas ignorer qu'il y a eu coup d'État. On ne peut pas ignorer que nous avons un président de transition qui s'appelle le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous ne pouvons pas ignorer que nous avons un gouvernement en place. Nous ne pouvons pas ignorer que ce gouvernement travaille tout de même à répondre, on va dire, aux attentes les plus immédiates des populations. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas au niveau de ces pansements, on va dire, hein, réparer les routes, résoudre le problème d'eau et d'électricité. Ça, c'est des pansements et banals que n'importe quel leader qui arrive au pouvoir va essayer de faire. Donc, si le général Oligui doit se distinguer, ce ne sera jamais par ces choses-là. Par contre, là où les grands hommes se distinguent, c'est souvent quand ils manufacturent l'état de droit. C'est là, généralement, qu'on attend les grands hommes. J'avais cru entendre que le général Oligui s'était comparé à Oyem, au général de Gaulle. Sauf qu'au général de Gaulle, c'était un républicain avéré, un homme à l'élévation de la France. Mais au niveau institutionnel, pas au niveau personnel, parce que le général de Gaulle, et les gens ne le savent pas, malgré le fait qu'il était ce qu'on appelle le président du gouvernement provisoire de la République, jusqu'en 1946, mais il a démissionné de ce poste quand a été élu le premier vrai président de la 4e République. Il aurait pu dire « je vais continuer à être au pouvoir », mais non, il a compris qu'il a libéré son pays et il s'est retiré. Il ne revient au pouvoir que donc dans les années 50, quand on va même le chercher pour dire, écoute, il n'y a que toi, avec ta personnalité, qui peut réparer, ou plutôt sauvegarder la France de l'écroulement. Et c'est là qu'il revient, organise un référendum avec une nouvelle constitution, et se porte candidat, évidemment, dirigeant ainsi la France jusqu'en 1963. Un premier mandat entier, et puis il démissionne par la suite quand il voit que les Français commencent à douter de sa capacité à moderniser la France au moment où nous avions une transition générationnelle. Parce que même 1968, c'est la grève des étudiants en France. C'est un moment transitionnel où le général de Gaulle, je crois, se rend compte lui-même qu'avec toutes les grèves syndicales et étudiantiles qu'il a subies, il n'est plus à même de répondre aux attentes de la modernisation de l'État français. Mais voilà, les grands hommes créent la nation, fortifient la nation, fortifient les institutions. Les petits hommes visent au pouvoir pour eux-mêmes. Les petits hommes travaillent pour eux-mêmes. Les petits hommes construisent des régimes pour les moduler à leur image. Les petits hommes construisent des constitutions à la mesure de leur incapacité à être de grands hommes. Voilà pourquoi je dis, Dr Mouketou, que l'analyse du CETRI, elle est celle-là. Et j'aime dire CETRI, plutôt général Oligui, parce que le CETRI, encore une fois, je crois aujourd'hui, est autant victime que le reste des Gabonais de cette ambiance bizarre à laquelle nous avons l'impression que le général Oligui passe plus de temps aujourd'hui à construire son régime, à préparer son élection post-transition, qu'à véritablement travailler la réforme. Et nous craignons justement qu'avec un parlement de nommés, qu'il veut transformer en assemblée constituante, au lieu de faire du dialogue national, l'assemblée constituante, parce qu'à nos yeux, au niveau du BDP, nous pensons que c'est plutôt le dialogue national, donc les participants au dialogue national qui auraient dû se constituer en assemblée nationale pour produire la nouvelle constitution du Gabon. Or, le calcul selon lequel les gens vont parlementer ici, on aura 25 000 soumissions, et les gens qui ont soumis ces projets ou ces propositions ne vont même pas être capables de travailler eux-mêmes directement aux propositions qu'ils ont faites. Moi, je trouve ça étrange. Moi, j'aurais préféré un modèle où on laissait l'Assemblée des nommés de côté, on ne la mêlait pas à la question de la Constitution pour que la Constitution du Gabon, comme en 90, émane vraiment des forces vives de la nation et non pas des gens qu'on a nommés. Même Omar Bongo, en 90, n'a pas osé faire cela. Ce n'est pas son assemblée de pédégiste, de monopartisme qui a travaillé la Constitution. C'était les forces vives de la nation qu'on a réunies. Il aurait aussi pu dire, écoutez, parlementer, et par la suite, ce sera mon assemblée de pédégistes qui va faire la Constitution. Mais il a dit non, faites, et je prendrai acte de votre travail. Je crois que c'est ce que le général Oligui aussi aurait dû faire. Je ne vois pas comment des gens
des hommes et des femmes qui ont été nommés par le général Oligui, qui dépendent de lui par rapport à leur poste de député ou de sénateur, ne vont pas faire la volonté du général Oligui. L'exemple, c'est celui que j'ai donné. Quand le général Oligui va voir le directoire du Parlement, avant même que les députés eux-mêmes ne soient nommés, il les amène à voter une modification de la charte, alors que la charte dit elle ne peut pas être modifiée de cette manière, il faut que l'Assemblée tout entière soit présente et qu'elle débatte aux 3/3, pardon, aux 3/5 et qu'elle vote aux 2/3, de sorte à valider les modifications, les amendements à la charte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a fait voter 12 personnes comme assemblée pour se donner le titre de président de la République. Vous comprenez que nous ne sommes pas du tout dans un contexte où on peut dire aujourd'hui que nous avons confiance en l'idée que le général Oligui va amener le Gabon à la terre promise de la démocratisation. On peut se tromper, mais ce qu'on voit jusqu'à présent ne nous donne pas de grand esprit d'optimisme par rapport à ce qui pourra être accompli pendant cette transition. Donc pour nous pensons que la transition a déjà échoué. Désolé de le dire, mais nous pensons que la transition a déjà échoué parce que elle semble se concentrer sur des choses banales, réparer les ponts. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas cela qui a justifié le coup d'État. Ce qui a justifié le coup d'État, c'est l'absence d'institutions et de démocratie au Gabon. Et tant que le général Oligui et le CETRI ne se concentreront pas résolument sur cette vocation de réforme, à mon avis, ils auront raté le coche. Est-ce que tu m'entends? Bien. Merci, docteur Daniel Mengara. Est-ce que vous m'entendez, docteur Mengara? Allô? On a encore un problème de connexion ou quoi? Docteur Mengara, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Sur l'émission Docteur Moketo reçoit Heure des vérités, nous avons comme invité exceptionnel le professeur Daniel Mengara, qui est le président du parti politique Congo doit partir Moudoine. Alors, docteur Daniel Mengara, je voudrais, avant de vous donner le mot de la fin, nous avons encore deux dernières questions à vous poser. Revenir un peu sur cette question qui a rapport avec le sujet que nous avons posé. Comment percevez-vous la transition politique au Gabon? Est-elle une réalité tangible ou une simple illusion à vos yeux? Professeur Mengara. Je disais donc déjà par rapport à cette question que pour nous, on peut la voir de ces deux manières en même temps. Parce que voyez-vous, les objectifs de la transition étaient assez clairs au départ, au moment où le coup d'État avait été annoncé et la charte écrite. Et nous disons, nous, que nous reconnaissons d'abord la réalité du coup d'État, nous reconnaissons la réalité du CETRI, nous reconnaissons la réalité du général Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la transition. Pas comme président, parce que nous pensons que le titre de président de la République a été obtenu illégalement. Mais nous ne pouvons pas ignorer la réalité de la transition qui va certainement, j'espère, durer 2 ans et nous amener à de nouvelles élections pour que les Gabonais puissent se prononcer librement sur qui doit les diriger dans la période de la post-transition. Donc cette réalité, elle est là, et comme je le disais déjà, nous qui sommes au mouvement Bongo doit partir, nous avons salué l'idée du coup d'État, nous l'avons soutenu, et nous pensons que le Gabon avait en fait besoin au moins de briser le goulot d'étranglement, de sorte que ça ouvre aux Gabonais les possibilités de démocratisation. En réalité, certaines possibilités existeront uniquement parce qu'il y a eu un coup d'État, plutôt de maîtriser l'agenda national de telle sorte que nous puissions amener le pays vers la démocratisation. Maintenant, la question est aussi importante, pourquoi? Parce que la question de l'illusion est réelle aussi. L'illusion, c'est quand on regarde ce que le génie lui-même a fait. C'est-à-dire,
le CETRI se justifie par le fait que les Bongo ont, on va presque dire, bancalisé le pays, bancalisé les institutions de la République, au point que le Gabon en a souffert pendant 56 ans. Donc quand le général Oligui arrive au pouvoir, à la tête du CETRI, il doit pouvoir montrer l'exemple de respect des institutions, même au niveau le plus minimaliste, parce que la moralisation de la République en dépend. Quand vous voulez que les citoyens eux-mêmes respectent la loi, vous êtes le premier à montrer l'exemple. Voilà pourquoi on parle du président comme le garant des institutions. Il se trouve que la charte elle-même du CETRI a été violée par le général lui-même, avec la complicité de 12 individus qu'il avait nommés comme directoire du Parlement, Sénat et puis Assemblée nationale. Mais avant même que l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale n'aient été nommés, je dis bien n'aient été nommés, il réunit les 12 et leur fait voter à la fois l'amendement de la charte pour ajouter des postes de députés, et de l'autre côté, procède à ce que nous on a trouvé scandaleux, c'est-à-dire à la création d'un poste de président de la République qu'il va s'octroyer de manière radicalement illégale. Pourquoi? Parce que, et là encore j'ai envie de vous dire, docteur Moketu, il n'avait même pas besoin de le faire, parce que tout ce qu'il avait à faire, c'est attendre de nommer les députés, sous l'ancienne charte, de les faire se réunir pour voter à la fois l'augmentation du nombre de députés, et aussi la possibilité de lui donner un titre de président de la République en bonne et due forme. Mais lui, il le fait avec 12 personnes. Ça ne constitue pas le quorum d'une assemblée de 120 membres. Vous comprenez que la première illégalité, elle est là. Et elle nous autorise à parler d'illusion. Mais il y a aussi, docteur Moketu, l'autre aspect. L'aspect qu'on a évoqué tout à l'heure. Si vous dites aux enfants que vous allez recevoir la bourse tous au lycée, collège, tout le monde croit que vous dites vrai. Mais quand quelques mois après vous dites non, ce n'est plus le cas, il y a des conditions de bourse, vous voyez que vous avez créé l'illusion, vous avez créé la crise de confiance, vous créez les conditions qui font que les Gabonais, quand vous arrivez à la télé pour dire je vais faire ceci, je vais faire cela, ils vont commencer à ne plus vous croire, exactement comme les Bongo. Et le problème, c'est que le CETRI montre ses mauvaises stars dans les 5 premiers mois, docteur Moketu. C'est en fait un record dangereux qui montre que, à la longue, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la chienlit, c'est-à-dire un état radicalement d'immobilisme, mais aussi qui va ramener la corruption et toutes ces attitudes donc d'avalage que nous on appelle des nominations intempestives dans tous les sens, où on a absorbé toute la classe politique, toutes les associations. Il n'y a plus d'opposition au Gabon aujourd'hui, il n'y a plus personne pour donner du ton, et on met en avant les nominations plutôt que la construction de l'État. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui quelque part permis de douter, parce que l'illusion est en train de se déployer sous nos yeux. Ce à quoi on avait cru au moment de l'euphorie du 30 août 2023 devient aujourd'hui, à mon avis, une sorte de situation assez, à mon avis... Oui, mais docteur Mega, malgré cette situation que vous êtes en train de dépeindre, négative, le bilan qui n'est pas bon, qui est chaotique, comment vous évaluez le sentiment patriotique dans le pays, donc au Gabon? Rapidement, est-ce que ce sentiment patriotique existe? Bon, on va dire qu'il existe, pourquoi? Parce que je crois qu'il ne se trouve pas beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui aient voulu garder Ali Bongo au pouvoir. Il faut être honnête pour le reconnaître. Je pense que le fait qu'Ali Bongo ne soit plus là est une bonne chose. Et pour nous qui avons justement salué le coup d'État, nous pensons que oui, nous pouvons accepter que les Gabonais se sentent bien, apprécient, fêtent même le fait qu'Ali Bongo ne soit plus là. Ça, c'est une réalité. Mais cette réalité ne veut pas dire que nous devions devenir des bénis oui non plus, des gens capables de discernement. La réalité du Gabon aujourd'hui, c'est que le patriotisme ne veut pas seulement dire que c'est parce qu'on soutiendrait le général Oligui qu'on serait patriote. Ça, c'est ce que j'appelle un faux semblant. C'est en réalité même dangereux de nous amener à penser que la seule manière aujourd'hui au Gabon de montrer qu'on est patriote, c'est d'être derrière le général Oligui, même quand le général Oligui lui-même viole la loi. Et viole donc l'esprit même de la charte, et viole même l'esprit même de la raison pour laquelle eux-mêmes, soldats, ont fait le coup d'État.
Donc voilà pourquoi nous on dit, on attend le CETRI, non pas sur les routes qu'on peut penser ici, ou sur l'électricité. Et ça, c'est des choses banales que n'importe quel dirigeant, avec un minimum de compétences, devrait être capable de faire. Ce n'est pas par là qu'on va juger le CETRI, ce n'est pas par là qu'on va juger le général Oligui. On les jugera à la promesse qu'ils ont faite aux Gabonais de restaurer les institutions. Et ces institutions-là, c'est la garantie que, en avril, on va aboutir à un vrai débat national qui sera capable d'amener à la formulation d'une nouvelle constitution pour le Gabon, qui nous amènera même, j'ai envie de dire, à une réduction des pouvoirs du président de la République et vers un système parlementaire, de telle sorte que quand on va à cette élection, nous y allons avec la garantie qu'il y aura de la transparence et que les Gabonais vraiment le président de leur choix. Voilà, à mon avis, ce qui devrait être la priorité du CETRI. Et tant qu'il ne se concentre pas sur cet objectif, nous serons toujours dans un état de pessimisme et même capable de parler d'illusion. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas encore le CETRI et le président de la transition se concentrer sur l'objectif qui a justifié le coup d'État. Bien, merci docteur Daniel Bengara. Avant de vous donner la parole pour votre mot de la fin, je vais vous poser cette dernière question. Certains de vos compatriotes, certains Gabonais se demandent pourquoi, je cite, les héros du 30 août 2023 n'ont-ils pas bouclé, comment ils appellent, leur triomphe en permettant la validation du vainqueur des élections, par exemple, du 27 août 2016, c'est-à-dire M. Jean Ping, et du 26 août 2023, c'est-à-dire M. Albert Ondossa. Pourquoi ont-ils opté, docteur Daniel Bengara, pour une prise de pouvoir directe ou bien avoir préféré de se servir comme, je cite, eux-mêmes plutôt que de valider et de protéger, je cite encore, le choix du peuple. Et ainsi accompagner, donc moi j'ajoute, une nouvelle équipe qu'on peut qualifier de nouvelle équipe civile militaire pour la restauration justement des institutions que vous étiez en train d'évoquer en vue d'une nouvelle république. Et dans le même sens, quels sont, docteur Bengara, vos commentaires sur cette décision stratégique? Oui, je pense même que c'est probablement, quand tout aura été dit et fait, ce sera probablement le point de départ d'une discussion fondamentale sur les possibilités qui s'étaient offertes à notre pays le 30 août 2023. Je pense pour ma part qu'il aurait été mieux de valider la victoire du professeur Albert Ondossa. Pour deux raisons. Il est toujours de bon ton que des civils dirigent le pays. Et nous avions une situation idéale, c'est que notre coup d'État était un coup d'État sans effusion de sang et sans disruption de la vie politique. Souvenez-vous, il n'y a pas eu de tir de coup. L'administration publique n'a pas été désorganisée. Le Gabon a continué après le coup d'État comme s'il n'y avait pas eu de coup d'État, en dehors de la présence des militaires. Donc, nous étions en réalité dans une situation idéale pour passer le pouvoir à un civil. Les soldats auraient pu dire, écoutez, on va peut-être le garder 3 mois le temps de calmer le jeu et nous assurer qu'il n'y a pas de possibilité de reflux du système en place et préparer l'intronisation du professeur Ondossa. Ils ne l'ont pas fait. Je trouve que ça aurait été la meilleure solution pour le Gabon. Pourquoi? Pour la deuxième raison, qui est celle-ci. Les soldats, comme le général Oligui, ne peuvent pas avoir imaginé le Gabon de demain comme les civils. Des gens comme le professeur Ondossa, Luc Bengonossi, Jean Ping, des gens qui se battent sur ce terrain depuis plus longtemps qu'eux et qui étaient du côté de l'opposition, avaient eu le temps de mieux penser le Gabon de demain que les soldats. Parce que les soldats, souvenez-vous, jusqu'au 30 août, étaient encore formatés pour défendre le régime. Et quand on est en position de défendre le régime, on n'est pas regardant sur les institutions ou sur les réformes. Donc, leur prise de pouvoir leur donne
on va plutôt dire un contexte d'improvisation, créer un contexte d'improvisation où ils doivent essayer de rattraper en quelques mois ce qu'ils n'ont jamais fait pendant les années précédentes. Alors, on aurait pu imaginer d'autres modèles, docteur Mouketou. Si par exemple on disait, bon, on ne va pas donner le pouvoir à Ndossa, mais on pouvait imaginer un triumvirat, puisque les PDG nous en ont créé un à l'époque pour les transitions politiques au Gabon dans la Constitution. On aurait pu imaginer un triumvirat où il y aurait eu le général Oligui, soldat, pour le compte du CETRI, le professeur Ndossa, pour le compte des civils, peut-être Jean Ping, en tant qui aussi a gagné l'élection. Et pourquoi pas ramener Paul Mbabosso, puisque c'est là un peu les 4 protagonistes qui auraient le droit aujourd'hui d'être un peu à cette position, et l'un pour avoir fait le coup d'État, et les 3 autres pour avoir quand même gagné des élections qui ont été frauduleuses. Moi, j'aurais plutôt apprécié un triumvirat ou un modèle à 4 dirigeants pour qu'en réalité, civils et militaires travaillent d'arrache-pied pour que la transition en réalité ne puisse pas être foignée. Or, aujourd'hui, avec les militaires seuls au travail, c'est vrai qu'ils ont insufflé quelques civils par-ci, par-là, mais on voit bien que le modèle de gouvernance est un modèle autoritaire. Le général décide de tout. Et quand il veut, comme il veut. Il ne tient pas compte de la charte, il ne tient pas compte de l'Assemblée qu'il a nommée. Il en fait toujours à sa tête. Un beau matin, il se lève, il va aux États-Unis, il distribue de l'argent aux Gabonais de la diaspora, oubliant que quand vous sortez 400 $ des caisses de l'État et vous multipliez ça par le nombre de Gabonais ou je ne sais pas ce que vous avez créé comme budget, qui n'est pas sorti réellement, officiellement du budget, vous êtes en train de détourner de l'argent du Gabon pour des objectifs qui ne sont pas délimités par la loi, qui ne sont pas délimités dans le budget. Vous êtes en train de créer un trou budgétaire. Est-ce qu'il y a au Gabon, docteur Mouketou, je suis ignorant, mais est-ce qu'il y a au Gabon, dans le budget, une ligne qui dit tel nombre de millions pour la distribution d'argent aux Gabonais de la diaspora? Si ça n'existe pas, c'est déjà un problème. Vous voyez donc, docteur Mouketou, nous sommes dans la dynamique qui dit que, à l'analyse, on doit être capable de dire et de critiquer pour qu'on s'assure justement que demain, grâce à notre critique, nous puissions au minimum assurer qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui ont lancé la sonnette d'alarme et que nous ne voulons plus au Gabon reproduire les schèmes bongoïstes qui ont détruit le Gabon pendant 56 ans. D'accord. Bien. Docteur Daniel Mengara, nous allons vous donner 3 minutes pour conclure cette émission. Docteur, cette période importante de la transition politique que vous avez présentée au Gabon et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne tels que la Guinée-Conakry, le Tchad, on peut citer aussi le Mali et le Burkina Faso. Pourriez-vous, dans votre mot de la fin, partager un message que je qualifie comme étant un message spécifique au peuple gabonais, au peuple africain et au reste du monde, en exprimant votre vision de la situation et vos aspirations pour l'avenir politique de ces nations que j'ai citées. En cas d'échec, docteur Daniel Mengara, dans votre mot de la fin, de ces transitions, au Burkina Faso, au Gabon, au Tchad, au Mali, etc. Craignez-vous, docteur Daniel Mengara, davantage le retour, je dis bien le retour des régimes dictatoriaux ou bien une période d'instabilité politique et institutionnelle qui sera marquée par ce que j'appelle une multitude de coups d'État? Docteur Daniel Mengara. Non, docteur Mouketou, d'abord, la question que vous posez et soulevez là, elle est fondamentale, il faut le dire. La réalité, justement, des coups d'État, c'est que quand ils se passent pour les bons objectifs, c'est-à-dire les questions d'éliminer un contexte de dictature avec pour raison d'amener le pays vers la démocratie, quand un coup d'État se passe dans ce sens-là, le coup d'État est toujours positif et les citoyens du Gabon, Guinée, Burkina Faso, quel que soit le pays, doivent être capables d'accompagner les soldats quand ils le font. Sauf que faire le coup d'État, c'est une chose. Diriger le pays, c'en est une autre. Et moi, j'ai tendance à penser que plus vite les soldats se débarrassent de ce que j'appelle la patate chaude, qu'est la transition, mieux ça vaut. On voit parfois des idées
assez rétrograde, hein, naître dans même les citoyens qui disent ouais, comme les soldats ont pris le pouvoir et les civils ont gâché le pays, il faut laisser les soldats au pouvoir même 5 ans, 10 ans. Et en cela, eux-mêmes contredisent les raisons pour lesquelles ils combattaient les dictatures d'avant. Ces dictatures arrivaient au pouvoir sans réel blanc-seing institutionnel, par des moyens frauduleux. Ces régimes ruinaient les nations, nos pays. Ces régimes étaient antidémocratiques. Ces régimes tuaient les gens. Ces régimes assassinaient les gens lors de manifestations politiques. Ils oublient en réalité que leur combat a toujours été d'empêcher que quelqu'un ne puisse s'éterniser au pouvoir par des moyens autres que ce que permet la Constitution. Donc, s'accommoder de régime militaire est totalement antinomique de ce que l'Afrique recherche aujourd'hui, c'est-à-dire des régimes civils démocratisés au sein desquels les armées joueront toujours un rôle de gardien, c'est-à-dire des institutions. Un peu comme on a vu au Gabon, on voit quelqu'un frauder pour gagner l'élection, l'armée peut intervenir pour dire tu as volé et on met plutôt au pouvoir celui qui a gagné parce que c'est un peu ce qu'on demande pour le Gabon. Ils auraient pu donner le pouvoir au Ndossa, personne ne se serait plaint. Mais l'idée pour l'armée de conserver le pouvoir n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que s'il s'éternise, vous avez raison, ça va créer des mécontentements. Tout le monde n'est pas pour l'éternisement des faiseurs de coups d'État. Même les citoyens ne sont pas pour. Parce que c'est l'élection qui garantit la bonne gouvernance, pas un régime militaire. Donc, tant que ces, on va dire, patriotes qui ont fait des coups d'État, ont compris que la transition restera toujours une patate chaude, parce que vous pouvez la rater. Et plus vite vous associez les civils, plus vite vous laissez le pouvoir aux civils, plus vite vous allez aux élections, mieux ça vaut. C'est mieux que les civils essayent tant bien que mal d'amener le pays à un peu plus de démocratie et de dignité que vous débattant dans des systèmes qui vont finir par faire que vous croyez que le pays ne peut pas avancer sans vous et vous vous installez en réalité d'une manière qui va bloquer le pays et susciter justement des réactions qui peuvent faire qu'on finisse dans des pays avec coup d'État sur coup d'État sur coup d'État. Nous, au Gabon, on ne veut pas de ça. Voilà pourquoi nous avons essayé de nous assurer que le CETRI puisse réussir la transition. Au Gabon, nous souhaitons vivement que le CETRI réussisse la transition. Parce que si le CETRI ne réussit pas, nous aurons un autre coup d'État. Et cela voudra dire qu'Oligui nous aura dû. Voilà pourquoi nous essayons encore d'encourager les autorités de transition à se ressaisir, à ne pas oublier l'objectif qui est le démocratie. Mais surtout, que la transition doit aller vers une nouvelle constitution, de nouvelles élections transparentes. Maintenant, pour nous qui sommes Gabonais, j'ai envie de dire à mes compatriotes que le moment de l'euphorie était nécessaire. Nous avons tous fait, on va dire, l'objet de certaines formes de joie, d'euphorie qui ont fait que nous acceptions l'idée que le coup d'État était une bonne chose. Mais l'euphorie du changement politique par les militaires ne doit pas nous faire oublier que l'objectif ultime, c'est d'aller vers un gouvernement civil. Voilà pourquoi nous devons être très très attentifs à ce qui se passe au Gabon. Voilà pourquoi nous devons absolument participer au dialogue national, absolument participer au débat national, absolument faire la pression pour que dans notre pays, on ait plutôt une assemblée constituante du peuple. Je ne suis pas d'avis que l'assemblée nommée par Oligui va pouvoir faire une constitution neutre. Elle risque plutôt, parce qu'Oligui montre des velléités de consolidation d'un régime, de construction d'un régime, cette assemblée risque plutôt de faire une constitution à la mesure d'Oligui qui ne va pas même tenir compte de ce que le dialogue national aura produit. Voilà pourquoi l'assemblée constituante doit émaner directement du sein du dialogue national, de telle sorte que l'assemblée d'Oligui soit mise de côté ou reste là, mais que ce ne soit pas elle qui soit chargée de rédiger la nouvelle constitution. Nous avons réussi ce modèle en 90 avec la conférence nationale, nous pouvons encore le réussir aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi Oligui utiliserait, par exemple, comme soubassement de la charte de la transition, la constitution de 91, qui a été produite par les forces vives de la nation, et aujourd'hui ne fasse pas confiance à ces mêmes forces vives de la nation, qui aujourd'hui sont même encore plus éveillées qu'en 90. Donc, voilà, docteur Mouketou, le message que moi je donne
patriotes, un message de vigilance, un message aussi d'implication dans le débat politique pour qu'ensemble, nous puissions partager le Gabon de demain et aller à des élections propres avec une nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, nous concluons donc cette émission spéciale Heure de vérité avec comme invité le docteur Daniel Niangara, président du parti politique Bongo doit partir. Nous avons eu le privilège d'explorer en profondeur le thème de transition politique au Gabon, réalité ou illusion, avec des réponses éclairantes, voilà, c'est ce que je voulais dire, et perspicace du docteur Daniel Niangara. Cette interview a apporté des éclairages précieux sur les enjeux complexes entourant la transition en cours au Gabon. Le docteur Daniel Niangara a partagé ses réflexions sur des sujets importants tels que le dialogue national. Il a parlé aussi du bilan de la transition, des nominations symboliques et les défis à relever pour assurer donc une transition réussie. En cette nouvelle année, alors que le Gabon et d'autres pays d'Afrique subsaharienne vivent d'importantes mutations politiques, la vision du docteur Daniel Niangara offre matière à réflexion et appelle à une vision collective pour façonner un avenir démocratique et stable dans nos États. Nous exprimons notre gratitude au président Daniel Niangara pour sa participation et ses contributions enrichissantes à cette émission. Merci également à vous, chers auditrices, chers auditeurs et téléspectateurs, de vous être joints à nous. Continuez de suivre ACA Télévision et Radio pour rester informés des développements politiques et sociaux au Gabon et au-delà. Bonne journée ou bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous nous avez suivis et à la prochaine émission. Merci et à très bientôt. Heure de vérité. Docteur Moketou reçoit. Youé dit beaucoup. Bienvenue sur l'émission Heure de vérité. Docteur Moketou reçoit sur ACA TV Radio. Le docteur Jean-Aimé Moketou anime depuis plus d'une décennie l'émission Heure de vérité. Docteur Moketou reçoit. Elle est diffusée sur ACA TV Radio, une radio numérique internationale basée à Dallas, aux États-Unis. Chaque dimanche, cette émission captivante accueille en direct des acteurs majeurs de l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique ainsi que d'autres continents. Des membres influents de la diaspora africaine participent activement au débat, contribuant à approfondir les sujets en vogue. L'émission dure 1h30, animée par Jean-Aimé Moketou, avec la réalisation de Papi Dep et Jean-Aimé Moketou lui-même. Chères auditrices, chers auditeurs, Heure de vérité a pour mission de promouvoir la démocratie dans les pays encore assujettis aux dictateurs et à l'obscurantisme de leurs dirigeants. Ceci. Bungu muyabi, tangu muyabi, mbati turebi le tangu ibuto pangini. Mbai kuminzambi mabio pangini. Heure de vérité, docteur Moketou reçoit. Waoule wawe, yinganiga tongwe, waoule wawe, yinganiga tongwe, waoule wawe. Elle vise également à soutenir les nations qui embrassent déjà les valeurs de la démocratie et la liberté d'expression et qui sont les États de droit établis. Cette émission se démarque par son absence totale de langue de bois. Les auditeurs ont toute liberté pour poser toutes les questions qui les animent, tandis que les invités sont libres de répondre ou non à ces interrogations. Nous défendons ainsi un contexte impartial où la liberté d'expression prime avant toute chose. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et la chaîne YouTube du Dr Jean-Aimé Moketou
et ACA TV Radio. Nous sommes reconnaissants pour votre fidélité depuis des décennies. Tout reçoit. Youé, nous dit beaucoup.